La candidature au label Grand Site de France était pour nous une grande étape, parce que c'était l'aboutissement de 12 ans de travail qui a permis de réorganiser le site. Donc c'est vraiment une reconnaissance de ce vrai travail de développement durable mené sur ce territoire. Et c'est deuxièmement une grande échéance et une marque d'avenir pour ce territoire qui s'est engagé définitivement dans du développement durable. Donc c'est un engagement aussi à poursuivre dans cette lignée du développement durable. La loi de 1930, c'était une loi qui visait à protéger des paysages, donc pas uniquement des espèces de faune ou de flore, ce sont bien l'ensemble des paysages qui sont protégés au niveau national. Cette loi de 1930, elle avait le travers d'être simplement une mesure de protection, c'est-à-dire on mettait pratiquement sous cloche le territoire et on considérait que ça allait se protéger de fait. Ce qui n'est pas du tout le cas sur des sites comme le nôtre. Il y a une fréquentation, il y a de l'activité, il y a une vie autour de ces sites et donc un impact qui peut être positif mais le plus souvent qui peut être négatif. Donc la mesure de protection a montré ses limites. Le site s'est quand même dégradé. Donc l'idée de l'opération Grand Site dans un premier temps, c'est de faire du développement autour de ce site classé et de le faire vivre, ce site protégé. Donc c'est le meilleur moyen de le faire perdurer. Et la dernière étape, quand on arrive justement à faire perdurer ce site au travers du développement de la vie locale, c'est le label Grand Site de France. Donc il y a 3 étapes: site classé, mesures de protection; opération Grand Site, on fait du développement autour de ce site classé pour le protéger mais le faire vivre. Et l'aboutissement, c'est le label, c'est pour prouver qu'on a réussi à ce challenge de faire vivre ce site protégé et aussi cette vie économique. La vallée du Mars, c'est vraiment pour moi une vallée qui a une image très particulière sur le massif, parce que je pense qu'elle est exactement, elle présente l'ensemble des éléments qu'on souhaite révéler aux visiteurs dans sa genèse géologique, volcanique, dans l'activité qui s'y est développée, dans l'animation qu'on peut y avoir. Donc il y a une belle composante entre paysage, dynamisme, activité locale. Alors qui s'est effrité bien évidemment, notamment par sa caractéristique de vallée en auge qui est très bien faite, avec des belles planètes tout en périphérie, avec des entrées assez spectaculaires. Et nous, c'est vrai que dans le Grand Site, les gens sont habitués à certains axes. La vallée du Mars, c'est évidemment une des vallées qu'on ne peut qu'inciter à aller, parce qu'on a vraiment les éléments du volcanisme cantalien. Cette vallée nous paraissait assez emblématique pour le département, notamment sur les questions, à la base sur les questions de déprise agricole. Hein. Donc on souhaitait avoir une analyse de paysagiste sur ces enjeux de déprise. Ça, c'était la demande originelle dans le cadre de l'atelier. Et très vite, et grâce au travail très intéressant du groupe des étudiants et puis de leurs enseignants, sont apparus tout un tas d'autres enjeux. Bien sûr, les enjeux agricoles. Hein, comment fait-on pour lutter contre la déprise dans un territoire difficile, avec beaucoup de terres peu mécanisables, etc. etc. Mais sont apparus également tout de suite des enjeux forestiers. Hein, comment mettre en valeur, valoriser ce très riche patrimoine forestier dans cette vallée-là. Des enjeux touristiques, bien évidemment, avec un très beau patrimoine bâti, des sites géologiques, géomorphologiques, etc. etc. Et en matière de tourisme, bien évidemment aussi, c'est très vite posé la question de l'ancrage de ce territoire au flux touristique majeur dans le département, qui est celui qui va entre le Puy-Mary et Salers, et le village de Salers. Les paysages ont été le révélateur de tout un tas d'enjeux qui débordent bien évidemment de la question paysagère et largement aussi de la question agricole. C'est une vallée sur laquelle on a très peu travaillé pour l'instant, parce que notre première problématique, c'était malheureusement de régler ce problème de surfréquentation ici, de 500 000 visiteurs sur le col, d'organiser le territoire, et on l'a principalement organisé à partir de l'arrivée de ces visiteurs. Donc Dienne, Mandaille, les 2 premières maisons de site, ça avait cette logique-là. Je disais tout à l'heure que notre challenge des années à venir allait travailler sur ces partenariats et sur les 6 ans à venir dans le cadre du label. Pour nous, le Falgoux, qu'on s'en préoccupe maintenant et qu'on revienne sur des fondamentaux par rapport à l'opération Grand Site, c'est le bon moment. On était loin des axes, une fréquentation qui est, je crois, de 9% par rapport au massif, ce qui est ridicule malheureusement pour quand on connaît la richesse de cette vallée. Et là, en termes économiques, on l'a évoqué sur la forêt, une forêt très importante sur l'eau de la vallée, donc il y a toute une restructuration à mettre en place. Donc c'est aussi à l'image du Grand Site du Puy-Mary, c'est-à-dire d'être capable de partir sur des challenges. Et nous, voilà, c'est une vallée, si on arriverait
avoir plus de fréquentation, plus de visiteurs, plus de gens qui viennent la découvrir, c'est certainement celle qui servirait le plus de bon évaluateur de l'ensemble de l'opération Grand Site, certainement. L'intérêt sur le paysage est complètement transversal aux activités d'une DDT. Quand on fait de l'agriculture, on fait du paysage. Quand on s'occupe de la forêt, on fait du paysage. Quand on s'occupe de l'urbanisme, on fait du paysage. Quand on s'occupe de l'environnement, on fait du paysage. Et donc, cet atelier est tombé au point où, en fait, nos deux structures anciennes, DDAF et DDE, se rassemblaient. Et on s'est dit que, à partir du paysage, on pouvait essayer de se forger une culture commune et faire en sorte que les gens des différentes cultures et des différents services puissent se rencontrer sur cette thématique du paysage, puisque le paysage finalement c'est l'histoire de la géographie, de la culture, c'est l'action de l'homme sur le territoire, c'est le fruit de décisions politiques, et donc il nous est apparu complètement intéressant qu'à partir du paysage on s'intéresse à un projet de service de la DDT. Vallée qui se ferme, un paysage qui se ferme, hein, puisque les bois envahissent, descendent, etc. Et sur ce versant en particulier, il y avait des landes à myrtilles. On allait cueillir des myrtilles là, et maintenant c'est envahi par les fougères, ensuite évidemment les genêts, et puis les bois, quoi. Voilà. C'est-à-dire le moindre pâturage était utilisé, tout se faisait à la main, la fenaison, les bêtes pâturées, etc. Maintenant, avec les tracteurs, c'est pas possible. Vous voyez bien les pentes qu'il y a. Moi, je me souviens, même adolescente, on voir passer encore les chars de foin. Partout ailleurs, les tracteurs étaient arrivés dans la vallée, et ici, ça a été un peu retardé du fait du relief. Et c'est ainsi que certains pâturages ont été abandonnés. On est dans un département où on constate pas encore une réelle déprise agricole. Par contre, c'est vrai qu'on a certains secteurs assez ciblés, qui sont des secteurs un peu isolés, ce qui pose des problèmes, on va dire, d'ordre sociaux globaux, hein, de services publics, d'éloignement des services, etc., qui sont des secteurs en forte altitude, avec des surfaces agricoles pentues, etc., pour lesquels commence à se poser de façon très nette cette question de la déprise agricole, et c'est notamment le cas de la vallée du Mars, hein, où on assiste à une difficulté plus grande à renouveler les exploitations agricoles, à installer des jeunes, etc. Et ce qui se traduit aussi par des enjeux paysagers un peu plus forts qu'ailleurs, puisque là, la question du maintien de l'ouverture du paysage et de l'entretien des surfaces agricoles se pose de façon assez criante, ce qui n'est pas le cas dans d'autres secteurs du département. Donc l'agropastoralisme qui disparaît et des montagnes qui se ferment complètement. Ce qui aura d'ailleurs, entre parenthèses, un impact négatif considérable sur le tourisme. Parce que si on stimule un peu 20-30 ans un boisement complet du Puy-Marie, l'attractivité touristique n'y serait plus du tout. Au niveau paysage, il y a des changements très importants qui sont liés à la végétation, parce que les parties non mécanisables, les parties pentues ne peuvent plus être entretenues. Mais là, c'est un fait. Hein. Et donc, se boisent. Donc, on voit des modifications là. Il y avait des petits bâtiments, des petites granges là qu'on voyait bien et qu'on voit de moins en moins parce que ça se végétalise et le taillis prend le dessus. Mais ça, c'est naturel. En fait, c'est lié à la mécanisation et puis les zones pentues, la machine ne passe pas. Donc, il y a des modifications de fait. Enfin, on voit des changements naturels, liés aussi au mode de fonctionnement de la machine. Là où la machine va, et l'homme peut aller,
Et là où la machine ne va plus, là, c'est du pâturage, et puis le pâturage, ça devient un peu du taillis. C'est plus entretenu pareil, mais c'est obligé. On est au 21e siècle, on a changé de siècle. L'évolution des pratiques pastorales par l'abandon de la fabrication du fromage et le passage au troupeau allaitant, c'est pas quelque chose de dangereux pour les surfaces de plateau. À savoir que les vaches allaitantes exploitent relativement bien les surfaces de plateau. Là où il y a danger, c'est sur les accès à ces plateaux, c'est sur les vallées qui les bordent. Si les quelques acteurs de l'entretien de l'espace et du paysage sont encore dans les vallées, il faut absolument créer les conditions pour qu'ils continuent d'y subsister et au contraire trouver des possibilités de redressement de la situation. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils nous disent clairement, dans des sites aussi fragiles, mais aussi précieux, si encore l'homme y a sa place, l'homme et la vie, pour le préserver, faute de quoi les tours Eiffel du département, que ce soit le Puy-Marie ou que ce soit Salers, seront coupés du reste du monde parce que l'environnement et l'espace qui est autour d'eux sera impraticable, sera austère et sera hostile à la fréquentation de l'homme. Alors, je dirais qu'il y a un peu deux façons dont elle peut jouer, dont la politique agricole peut jouer. La première façon, c'est finalement en favorisant le maintien d'agriculteurs dans la zone, dans la vallée du Mars. Plus il y aura d'agriculteurs, plus le paysage sera entretenu, etc. Alors, comment? Déjà, évidemment, avec une politique de l'installation pour favoriser le renouvellement des agriculteurs. Alors, c'est à la fois un accompagnement économique de l'installation, mais aussi, on va dire, par exemple, arriver à rapprocher des gens qui veulent céder des fermes et des gens qui veulent s'installer, des choses comme ça. On a toute une gamme de dispositifs pour favoriser l'installation. Ensuite, on a ce qu'on va appeler rapidement des aides aux revenus, des aides directes qui, en apportant des soutiens directs aux agriculteurs, favorisent la viabilité de leur exploitation et du coup leur maintien. D'autres aspects importants aussi, c'est par exemple d'accompagner la modernisation des exploitations au travers par exemple d'un plan bâtiment qui est très dynamique dans le département, ou la diversification. Évidemment, quand on favorise la diversification, que ce soit vers le tourisme, vers d'autres ateliers agricoles, vers de la transformation des produits, eh bien là aussi on favorise quelque part la viabilité économique de l'exploitation et donc son maintien. L'autre aspect de la politique, ça va être d'inciter en termes de pratiques ces agriculteurs à avoir des pratiques favorisant le maintien d'espaces ouverts, le bon entretien des surfaces. l'ICHN, indemnité compensatrice de handicap naturel, qui est une politique typiquement faite pour le maintien de l'exploitation de ce type de zones, des zones de montagne, et avec par exemple dans les critères de l'ICHN ce qu'on appelle un chargement minimal, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un nombre minimal d'animaux à l'hectare pour favoriser le bon entretien des parcelles. On a aussi une prime à l'herbe qui favorise le maintien des prairies. On a des mesures agro-environnementales territorialisées, donc qui là sont vraiment adaptées parcelle par parcelle en fonction des enjeux des parcelles. Alors il y en a toute une gamme, je ne vais pas les développer, mais il y en a par exemple de reconquête du milieu. On a des territoires, ce n'est pas dans la vallée du Mars, mais des territoires où on peut reconquérir le milieu, accompagner les agriculteurs qui vont finalement prendre des espaces en friche et les remettre en situation d'exploitation agricole. Et puis dernier aspect important, c'est les aides animales couplées. On a une aide à la vache allaitante, une aide aux brebis, une aide à la chèvre aussi.
parce qu'on sait que quelque part, pour pouvoir entretenir ces surfaces, il faut qu'on maintienne des animaux dans ces zones. Et d'autres pays ont fait l'expérience de mettre fin à ces aides animales couplées, et on s'est aperçu qu'il y avait assez rapidement une baisse très rapide et très nette du nombre d'animaux, et avec des conséquences directes sur le paysage. Donc voilà. Et je rajouterai une dernière chose qui est plus transversale, c'est que depuis la réforme de 2003, on a introduit ce qu'on appelle la conditionnalité des aides. C'est qu'on est quand même dans ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'agriculture. C'est que l'agriculture, c'est bien sûr une activité de production, mais c'est aussi une activité de préservation du milieu, d'entretien du milieu, et avec une dimension paysagère évidemment importante. Et donc il a été décidé que, quelque part, en contrepartie des aides qui étaient versées, il y avait l'obligation pour l'agriculteur de respecter un certain nombre d'obligations, un certain nombre de normes, qui sont on va dire des bonnes pratiques agricoles. Je ne vais pas les citer toutes, en plus ça peut devenir assez vite assez complexe, mais une d'entre elles, évidemment, c'est ce qu'on peut appeler l'entretien minimal des terres, qui va être, par exemple, de maintenir les surfaces dans un bon état d'exploitation, sans broussailles, etc. Dès qu'une parcelle a trop de broussailles, quelque part, elle perd le droit aux aides agricoles sur ces surfaces-là. Et donc c'est évidemment une façon aussi de favoriser l'entretien du milieu. La vie dans la vallée, elle s'enrichissait de l'activité des estives. À savoir que la vie dans la vallée, c'était toutes les surfaces de base de chaque exploitation que je vous ai décrite, additionnées de l'activité des surfaces en estive. Donc, ce qui explique le déclin de la vallée, c'est l'addition de ces opérations, vente des grosses exploitations, rachetées par les petits exploitants du coin, seulement les surfaces de base, et les montagnes, les surfaces qui nous entourent, je vous l'ai dit plusieurs fois, à plus de 63%, d'après l'étude de la DDT, appartiennent à des exploitants extérieurs. Ça veut dire qu'au déménagement des hommes, s'est ajouté le déménagement du foncier. La question foncière pour l'agriculture cantalienne, mais globalement pour le département, je crois, est en train de devenir centrale. Mais la question foncière au sens large, parce que derrière cela, c'est le prix du foncier, d'une part, un prix du foncier exorbitant, donc qui bloque l'installation, qui renchérit fortement les installations, et qui bloque les installations hors cadre familial. Donc c'est l'aspect du coût du foncier, c'est l'aspect du morcellement parcellaire, donc derrière les questions de l'aménagement foncier, qui ne sont plus une prérogative de l'État, c'est les questions de consommation de l'espace agricole, etc., etc. Les gens qui sont venus de l'extérieur sont venus aussi parce que les locaux ont délaissé ces territoires-là. C'est issu de l'histoire agricole, quand l'économie laitière qui était notamment la production fromagère qui était faite en montagne, dans les estives, de mai à octobre, c'est quand cette production laitière dans les burons s'est arrêtée, et avec une reconversion vers les systèmes allaitants, etc. Donc c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, si les Aveyronais n'étaient pas venus sur ces estives qui étaient abandonnées par les Cantaliens, parce qu'il faut aussi le dire comme cela, on aurait eu sans doute beaucoup plus de boisement et d'enfrichement sur ces territoires-là. C'est dû aussi à un moment donné au développement agricole, aux instances de développement agricole, qui incitaient les exploitations cantaliennes à intensifier en bas, là où se situe leur siège, et à délaisser les parties hautes. C'est vrai que le problème du foncier, c'est le problème fondamental du redressement de la situation dans la vallée. À savoir que je pense que le potentiel, il appartient à l'espace. L'espace nous a échappé. Je vous ai dit que 63% des surfaces utiles étaient exploitées par des gens de l'extérieur.
on ne vit pas un déménagement du foncier à cette hauteur, à ce niveau, sans que ça ait des conséquences sur le prix du foncier. Ça veut dire que pendant que des gens de l'extérieur ont acheté 60% du territoire, on a laissé faire. Ça veut dire que pendant tout ce temps, on a pensé que le foncier était trop cher pour nous et qu'il était trop cher à ce prix-là et qu'on a laissé faire. Mais aujourd'hui, alors qu'on a de la jeunesse disponible et volontaire pour le service sur les lieux, ces gens-là regardent des camions remplis d'animaux qui débarquent chez eux dans leur commune à 20 ans. Ils voient débarquer des animaux venus de 150 km qui viennent prélever dans leur environnement le produit de l'exploitation de la terre chaque année. Le constat de tout ça, effectivement, c'est que sur l'aspect foncier, des jeunes qui veulent s'installer dans cette vallée se retrouvent coincés. Alors d'une part par un prix du foncier qui est anti-économique, hein, avec 5, 6 000, parfois 10 000 euros l'hectare, hein, sur des terres bien évidemment qui n'ont pas cette valeur agronomique-là. Hein, Là, il n'y a aucune rentabilité à l'investissement. Une déconnexion, on va dire, entre le potentiel agronomique et le prix des terres. Donc un prix du foncier qui est très cher, et de toute façon après il n'y a quasiment pas de terre disponible, puisque effectivement il y a eu beaucoup de gens de l'extérieur. Il y a quelques moyens, les moyens c'est sans doute de la réflexion sur l'aménagement foncier, hein. Comment peut-on limiter le morcellement parcellaire dans ces territoires-là, hein, notamment, alors sauf que ça, bon, c'est quelque chose, ça coûte cher, hein. Un aménagement foncier ça coûte cher, ça prend du temps, c'est vécu parfois difficilement aussi par les agriculteurs eux-mêmes, hein, même si ça leur permet d'avoir un regroupement parcellaire très très efficace, puisqu'il y a beaucoup moins d'îlots à exploiter, ils sont beaucoup plus proches des sièges d'exploitation. C'est aussi la nature de l'agriculture, parce que le foncier, il est lié bien évidemment à ce que vous allez en faire, hein. Et on est quand même dans le Cantal sur des systèmes à très faible valeur ajoutée, en allaitant, pour la production donc, de broutards, hein, de veaux il y a 10 mois, de viande donc maigre, on va dire, hein. Mais c'est également le cas pour nos AOC qui sont à très faible valeur ajoutée, hein. Donc comme il y a peu de valeur ajoutée, il faut beaucoup d'hectares. Une des solutions serait aussi de développer, de renforcer la valeur ajoutée, hein, comme on le fait dans certains massifs. Donc pour là, on a besoin de beaucoup moins d'hectares, et donc on peut installer plus de monde. C'est la question des petites productions aussi, qui nécessitent moins d'hectares, du maraîchage, etc., où on peut installer d'une manière viable sur 3 hectares. Dans un espace aussi difficile, un espace foncier aussi difficile et aussi peu adapté en matière de structure et de topographie, soit à l'exploitation mécanique, soit au pâturage des bovins, il convient de façon impérative de faire, à partir d'échanges amiables et d'agrandissement de structures de parcelles, il convient de faire des travaux fonciers pour rendre les parcelles exploitables dans la totalité des surfaces additionnées et de les rendre accessibles au matériel et aux animaux dans des dimensions suffisantes, adaptées aux troupeaux qui sont très grands aujourd'hui et adaptés aux matériels qui sont des matériels lourds, exigeants en matière de dégagement et de topographie de parcelles. La problématique de la forêt, l'exemple du Falgoux, c'est vrai, c'est un très très bon exemple, parce que tout le développement de la vallée, notamment de la commune du Falgoux, se faisait autour de la vente du bois. Après les quelques tempêtes que l'on a connues, ça a complètement chuté, ce qui fait que la commune se retrouve sans aucun revenu. On a une forêt de 700 hectares, mais actuellement le bois, nous avons des gros sapins et on n'arrive pas à les vendre parce que les besoins ont changé, les charpentes c'est plus toujours la même chose. On est loin des scieries, avant il y avait des scieries dans le bois, il y en avait à peu près partout. Et tout ça a disparu, les grosses scieries, c'est en Corrèze, c'est loin. Le Falgoux a été nous cité en exemple dans le cadre du label de préoccupations que l'on a, où on sait très bien qu'on ne peut pas nous fermer les yeux en disant bon la forêt est là, elle va rester là. Non, c'est de la gestion à moyen et long terme, donc il faut qu'on se préoccupe.
On a évoqué avec la commune et avec qui est principalement la propriétaire, quelques solutions, notamment d'utilisation locale avec des chaufferies bois et autres. Je pense que là, en la matière, toute solution qui pourrait être nouvelle, je pense qu'il faut arrêter d'imaginer qu'on va vendre des grandes parties de bois, est bonne à étudier. Et c'est un de nos chantiers. Je n'ai pas la solution à ce jour, mais on est en train, et nous on se positionne comme un véritable interlocuteur parce que, par exemple, l'énergie bois était quelque chose sur lequel on croit énormément. On va équiper des maisons de site de chaufferie bois, on va même faire un réseau de chaleur bois au clos. Et donc si on pouvait le développer sur le massif avec des circuits courts et qu'on puisse faire travailler des professionnels et même des propriétaires privés sur ces équipements et cette production de bois de chauffage, ça serait vraiment un élément de débouché, un parmi d'autres certainement. Il a été évoqué de pouvoir acheter des déchiqueteuses même pour les privés, chez les agriculteurs. Ils pourraient faire ça en dehors de la saison de pastoralisme, là où ils ont le plus d'activités, pouvoir faire, même pour eux, et en vendre sur place. Donc ça, il y a une filière à constituer qui est intéressante. Surtout qu'on travaille ça aussi avec les scieries, parce que tous les résidus de scieries sont mélangés également avec les plaquettes. Et donc tout ça fait un ensemble qui est vraiment intéressant en termes d'énergie renouvelable. C'est certainement pour nous l'élément le plus important. Enfin, le produit de l'entretien qui était quelque chose de non valorisable ou non valorisé jusque-là, désormais peut devenir un sous-produit intéressant. Et de plus en plus d'actualité. Oui, et l'alimentation, oui c'est ça, et l'alimentation d'une ressource, la plaquette de bois, qui non seulement a des débouchés pour le chauffage, mais à partir des prix de la paille dans la litière agricole aujourd'hui, à 100 € la tonne, peut devenir, on sait que les copeaux en sous-couche économisent 30 à 50% des besoins en paille d'une exploitation. Là on est dans le Cantal, on est dans des débouchés, comme on dit, sur le plan bilan carbone, qui sont très bons. Et on peut être les fournisseurs d'une matière première dont on a besoin à grande échelle dans l'agriculture cantalienne. Compte le nombre de stabulations qu'il y a dans un rayon d'élevage quelconque, que ce soit le département, l'arrondissement ou peu importe, le nombre de stabulations, et tu peux calculer le besoin qui désormais est indispensable, parce que la paille des céréales, qui est de plus en plus courte, de plus en plus chère et de plus en plus loin, ne suffira pas à pourvoir le besoin de l'agriculture, et c'est une dépense que le bois peut concurrencer avantageusement. À partir du moment où tu construis un bâtiment où tu peux sécher tes copeaux et où tu peux en proposer des volumes réguliers, suffisants et transportables, faciles à manipuler, tu réponds à un marché. Qui dit exploitation difficile dit exploitation qui cherche à améliorer ses produits, ses revenus. Ça a été le cas à travers la création de la ferme Auberge, qui s'appuie sur la restauration d'un buron qui était voué, comme tous les autres, à la ruine et à la disparition. Aujourd'hui, cette activité a 14 ans. Elle trouve une concrétisation dans une clientèle qui est demandeur, qui est à la recherche de produits de terroir, de produits authentiques, tels que ceux qu'on propose au menu de la ferme Auberge. L'enjeu de la diversification dans la vallée du Meurs, il découle disons, de l'état des lieux. L'état des lieux fait apparaître des surfaces qui nous sont interdites, puisqu'elles sont aujourd'hui la propriété de gens extérieurs à la vallée. Donc il convient de tirer parti de tout et d'optimiser nos produits, la valeur ajoutée sur nos produits. Donc ce qui paraît indispensable, c'est d'abord la création d'un atelier collectif, et je répète collectif, parce qu'il va dans le sens de la démarche de la CUMA et du fonctionnement des jeunes collectivement aujourd'hui. C'est leur force. Ça permettra de donner du travail
en particulier à des femmes d'agriculteurs qui n'ont pas toujours leur place sur l'exploitation. Si on veut que les jeunes restent au pays, il faut aussi qu'ils puissent y fonder un foyer, donc il faut qu'il y ait une place pour la femme. La femme n'a pas toujours sa place facilement à l'étable ou à la stabulation, mais elle peut, à travers un atelier de diversification, trouver une activité et dégager une valeur ajoutée sur les produits. De la même façon, dans la commercialisation de ces produits, elle a sa place, elle y a une place naturelle. Et moi, je pense autant aux femmes qu'aux hommes pour donner de la vie et de l'activité et une activité nouvelle et une valeur ajoutée à l'activité économique du pays. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec Isa, quand on a travaillé, notamment sur le projet de diversification, ce qui était qui est vraiment une idée intéressante, mais que finalement, il n'y a pas de ligne budgétaire, d'aide clé en main, finalement, pour aider ce type de projet. En fonction du statut de la société, tu peux avoir ou pas des aides, et on s'aperçoit que c'est pas si simple, que l'outillage qu'on a dans les aides européennes, du FEADER, ou voire des aides nationales, elles sont pas si bien taillées que ça pour des micro-projets, Et nous, on serait vraiment là plutôt sur du micro-projet, et on se rend compte, je crois que c'est l'un des enseignements aussi, c'est que malgré les millions qu'on balance dans la PAC, grosso modo la PAC c'est 160 millions d'euros dans ce département, on n'a pas d'outils adéquats pour financer simplement ce genre de projet. Ce réseau routier est vraiment, pour nous, l'élément de découverte principal de tous les visiteurs. C'est le premier outil de découverte des paysages cantaliens, et encore plus sur le massif du Puy-Mary, puisqu'on se trouve ici sur le plus haut col routier du Massif central. Et donc évidemment, la naissance du Puy-Mary, comme le disent les paysagistes, s'est fait dans un premier temps par la naissance du col du Pas-de-Pérol. C'est-à-dire on a découvert ce col routier, notamment avec 1937 où la route qui allait côté Aurillac a été créée. Et donc on a eu toujours la volonté, les anciens ont eu la volonté d'avoir des vraies routes de montagne. Et la première grande opération de l'opération Grand Site, ça a été de maintenir ces routes en l'état, donc de faire un énorme travail sur la valorisation de ces routes, pour faire vraiment un élément de découverte paysagère, et que la route en tant que telle soit aussi un élément paysager, et que ça ne soit pas simplement un outil de découverte, une bande roulante, c'est un outil paysager. D12, c'est la route de desserte de la vallée, qui a été faite par petites rondelles de saucisson, avec très peu de moyens, et ça a duré in aeternam. Ces petits bouts, quand ils arrivaient, tu avais l'impression que c'était une ouverture dans la vallée, une ouverture paysagère. Cette route, elle ouvrait une vue sur la vallée magnifique. En remontant, voilà. Et puis, donc, je te dis, ces petits tronçons ont été faits par petits bouts, parce qu'il faudrait presque que tu y ailles l'historique pour bien observer les choses. Ça te permettrait de voir que derrière ces tronçons, plus ils sont anciens, dans une vallée comme ça, il y avait des pieds de talus très loin le long des fossés, et sur la limite de la propriété agricole est au pied du talus. C'est ça, le reste est au Conseil général. Le reste est au Conseil général, et entre les deux, tu as une distance quelquefois très importante, ça peut être 50 mètres, qui sont un no man's land entretenu aujourd'hui par personne. Personne n'en a les moyens. Et ce qui était une ouverture de la vallée, une ouverture paysagère de la vallée, aujourd'hui c'est en train de devenir un tunnel. À la descente du col de Lac, le travail d'hiver n'a pas été fait, et tu vois par contre, bon, travail d'hiver n'ayant pas été fait, ça concerne des pousses de 1 mètre, mais par contre le travail d'entretien lourd et de plusieurs années, lui ne se fait pas non plus, et sur une montée de col, tu as le même phénomène que sur le D12. Et de toute façon, durablement, tu ne peux pas supporter que des bois viennent au-dessus d'une route sans un jour t'en préoccuper. Ils peuvent reporter l'échéance, mais ils ne peuvent pas la reporter durablement.
La priorité va être sur les cols périphériques, col de Néronne, col de Lac. On souhaite avoir des entrées sur la vallée du Mars assez époustouflantes. C'est-à-dire qu'on arrive dans des lieux vraiment où on découvre la nouvelle vallée, cette vallée en auge extraordinaire. Et on va mener un énorme travail qui est en cours actuellement sur ces deux entrées-là. Notre projet global de la vallée du Mars peut prendre en compte la charge de ce travail. Ouais. Tu as des agriculteurs qui l'hiver sont capables de leur entretenir les routes pour pas cher et d'avoir le produit de l'élagage pour faire des copeaux. Alors en termes de, quelque part, presque de diversification des activités de l'agriculteur, hein, c'est un mode de partenariat que finalement on commence à voir assez régulièrement, peut-être plus souvent d'ailleurs à l'échelle des communes pour l'instant. C'est la commune qui va effectivement signer un contrat avec l'agriculteur pour alors soit entretenir les talus, soit déneiger l'hiver ou quoi. Tout simplement, quelque part, on est sur des communes toutes petites qui n'ont pas les moyens d'investir dans le matériel adéquat. À l'inverse, on a un agriculteur qui a le matériel adéquat, qui à certaines périodes, certaines saisons, peut avoir le temps pour faire ça et qui en plus a tout intérêt à amortir son matériel et à l'utiliser davantage, et puis qui est aussi à la recherche éventuellement d'un complément de revenu que pourra lui apporter cette activité. Donc on est finalement dans un partenariat où tout le monde y trouve son compte et qui peut être très intéressant. Après, le deuxième aspect, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait des déchets qui peuvent être récoltés. Il y a sans doute des valorisations possibles pour alimenter des chaudières, par exemple, des chaudières à bois. Pourquoi pas même envisager des litières en sciure, comme ça commence à se faire en remplacement de la paille. C'est des choses qui s'apprécient un peu en fonction du contexte local et de la situation de l'agriculteur, mais qui peuvent tout à fait s'envisager. En revanche, c'est sûr qu'on est quand même sur des surfaces très pentues, très difficiles d'accès, à faible valeur agricole. Et donc, dans des zones comme la vallée du Mars, où la surface agricole ne manque pas et où on est plus à la recherche d'agriculteurs pour entretenir les surfaces que de nouvelles terres, on aura du mal quelque part à rendre une vocation agricole à ces talus et à les faire pâturer, par exemple. En revanche, l'agriculteur peut trouver sa place dans l'entretien de ces talus au travers d'une contractualisation ou d'une prestation de service. L'avenir de la vallée du Mars, je ne le vois pas forcément autour de la saison touristique, 15 juillet, 15 août, où on sait très bien que là on aura des visiteurs. Surtout si on met en place le transport collectif, on va beaucoup plus inciter les gens à se déplacer dans cette vallée-là. Et ça, je ne crains pas énormément, évidemment, je pense que ça fonctionnera. Moi, je pense plutôt à l'arrière-saison et tout le reste de l'année. Et moi, je reste surtout attentif et je m'interroge sur l'utilisation de la ressource humaine. Je trouve que c'est une vallée où il y a quand même des gens qui se mobilisent. Il y a une association qui a su perdurer. Il y a encore une âme liée au massif. Et je pense que c'est un véritable atout de développement. Finalement, dans cette vallée qui a perdu beaucoup de population, beaucoup de services, il y a encore des acteurs dynamiques, des agriculteurs, des porteurs de projets, etc. Des gens qui souhaitent rester vivre au pays, même des jeunes qui souhaitent s'installer. Donc il y a toute cette dynamique-là. Ce qui m'intéresse dans cette vallée, ce que je ne ferai peut-être pas dans d'autres, c'est qu'on sent qu'il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser et une volonté de travailler ensemble. Et je pense que c'est au cœur du sujet. Ce n'est pas forcément l'outil technique, c'est vraiment la volonté de travailler ensemble et de créer une filière à plusieurs. Je crois qu'ils ont la chance d'avoir encore une jeunesse dans ces pays, que cette jeunesse est laborieuse, qu'elle a vraiment du courage, et que pour peu qu'on leur donne les moyens, ils sont capables de sauver une situation qui est fragile, mais pas désespérée. Et ce sont des gens qui ont le mental et la force pour surmonter les handicaps qui sont autour d'eux. Par contre, je suis conscient d'une réalité, c'est que la démographie, les lois de la démographie sont implacables et on est conscient qu'il n'est de richesse que d'hommes et qu'on manque d'hommes.
Par conséquent, si d'autres que ceux qui vivent sur place ont envie de relever ce défi, c'est à bras ouverts qu'on les accueillera. Il y a aussi un problème de gouvernance, il ne faut pas non plus... et sans doute des difficultés liées à qui fait quoi dans le partage des compétences des structures. Donc on a d'un côté un syndicat mixte chargé de l'opération Grand Site, on a de l'autre côté une communauté de communes du Pays de Salaire, et on a 3 ou 4 petites communes avec une moyenne de population de 100 ou 150 habitants. Et donc il est très compliqué en fait de trouver le maître d'ouvrage qui permettra la réalisation des projets. Il faut qu'on arrive à trouver la bonne gouvernance pour faire réaliser ces projets. Moi, je crois beaucoup au syndicat mixte du Puy-Marie, mais vraiment, il me semble que c'est la structure qui doit permettre la réalisation de tout ça. Et maintenant, je crois que le temps est venu de pouvoir, et c'est leur volonté, hein, avec les maisons de site notamment, donc ils ont déjà ouvert une maison de site à Mondaille, une autre à Dienne, et une qui va aller dans cette vallée-là, au Falgou, de faire redescendre les apports économiques vers les vallées. Hein, donc je crois que c'est dans le phasage du projet, il y avait une urgence à régler qui était bien réelle. Ils y sont arrivés, et puisque donc ils viennent d'obtenir le label Grand Site de France, donc ce qui est la reconnaissance, et l'ex des deux, particulièrement Catherine, avait beaucoup œuvré là-dessus. Cette reconnaissance-là, elle ne vient pas de rien. C'est bien la reconnaissance de tout le travail qui a été fait. Maintenant, je crois qu'ils sont dans une optique de développement dans les vallées, autour d'autres activités que le tourisme, l'agriculture, la forêt. Et donc, je crois que le moment est venu, et pour les acteurs de la vallée qui je crois, ont pris conscience de ces problèmes-là, et pour effectivement une maîtrise d'ouvrage qui pourrait être le syndicat mixte, de pouvoir travailler sur ces projets de développement dans ces vallées. On retrouve là l'idée de la gouvernance d'un projet et le fait de mettre ensemble les gens qui sont des acteurs du territoire et les gestionnaires du territoire, que ce soit la commune, que ce soit le conseil général qui gère les routes départementales, que ce soit les habitants. C'est toujours un problème d'être plus intelligents ensemble et de se rassembler pour faire mieux les choses ensemble. Et ça doit pouvoir se trouver à travers, moi, il me semble, le syndicat mixte. Toujours pareil, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte la parole, qui porte le message. Alors, tout d'abord, nous, c'est vrai que dans le cadre de l'opération Grand Site, on a un gros volet gouvernance. C'est-à-dire, depuis le début, depuis 12 ans, on essaye d'ouvrir au maximum nos habitudes déjà de travail avec certains partenaires et de l'ouvrir à l'ensemble des interlocuteurs, des acteurs du territoire. Il s'avère que dans le cadre de la labellisation, on est amené également à les ouvrir encore davantage parce qu'on a révélé des manques, notamment au niveau des routes, de l'agriculture, de la forêt. Et donc on a encore des pistes de travail assez importantes pour ce territoire. Et donc on va ouvrir ces partenariats, je pense notamment principalement au monde agricole et forestier qui est omniprésent sur le territoire et qu'on n'a pas assez appréhendé et pour lequel on n'a pas assez travaillé pour l'instant.